Quand on évoque les grands intellectuels français du Moyen Âge, les noms d'Abélard, de saint Thomas d'Aquin ou de Guillaume d'Occam viennent spontanément à l'esprit. Pourtant, l'un des plus grands génies pédagogiques de l'histoire universelle a vécu et enseigné en France au XIe siècle. Rabbi Shlomo Yitzhaki, universellement connu sous l'acronyme Rashi, qui est né en 1040 et qui est mort en 1105. Depuis sa ville natale de Troyes, en Champagne, ce commentateur révolutionnaire de la Bible et du Talmud a transformé à jamais l'approche de l'étude des textes sacrés, influençant non seulement le judaïsme mondial, mais aussi l'exégèse chrétienne et les méthodes pédagogiques occidentales. L'histoire de Rachi nous invite à redécouvrir une France médiévale bien différente de l'image d'Épinal souvent véhiculée. Une France où le judaïsme n'était pas une présence marginale ou récente, mais une composante intégrante du paysage intellectuel et culturel. Une France où depuis plus d'un millénaire, les échanges entre traditions religieuses ont façonné l'identité culturelle nationale. Contrairement aux représentations contemporaines qui tendent à présenter le judaïsme comme une présence récente en France, les communautés juives sont établies sur le territoire français depuis l'époque romaine. Les premières traces remontent au 1er siècle de notre ère, avec des communautés attestées à Narbonne, Arles, Marseille et dans la vallée du Rhône. Au VIe siècle, Grégoire de Tours mentionne déjà des communautés juives bien intégrées dans le tissu social gaulois. L'histoire familiale de Rachi s'inscrit dans cette continuité millénaire. Sa famille est établie à Troyes depuis plusieurs générations, participant activement à la vie économique de la cité. Son père, Yitzhak ben Eliezer, est un marchand respecté qui entretient des relations commerciales avec les communautés juives de toute l'Europe. Cette insertion dans les réseaux commerciaux internationaux permettra à Rachi de développer plus tard un réseau intellectuel d'une ampleur exceptionnelle. Troyes, au XIe siècle, n'est pas encore la capitale des foires de Champagne qu'elle deviendra au siècle suivant, mais elle bénéficie déjà d'une position géographique stratégique. Située au carrefour des routes commerciales reliant l'Allemagne, les Flandres, l'Italie et l'Espagne, la ville attire marchands, artisans et intellectuels de toute l'Europe. Cette effervescence cosmopolite crée un environnement propice aux échanges intellectuels. Les Juifs de Champagne entretiennent des relations étroites avec leurs coreligionnaires de la vallée du Rhin, d'Italie du Nord et d'Espagne. Ils correspondent avec les académies talmudiques de Babylonie et participent activement au débat halakhique, juridique, qui transforme le monde juif médiéval. C'est dans ce contexte d'ouverture intellectuelle que grandit le futur Rachi. Sa formation se nourrit non seulement des traditions locales, mais aussi des courants de pensée qui traversent l'Europe savante de son temps. Cette synthèse entre enracinement local et ouverture universelle caractérisera toute son œuvre. Rachi reçoit sa formation initiale dans les écoles talmudiques de la vallée du Rhin, véritable Harvard de l'époque pour l'étude judaïque. À Worms, il étudie auprès de Rabbi Yaakov ben Yakar, puis à Mayence, sous la direction de Rabbi Yitzhak ben Yehuda et Rabbi Yitzhak Halevi. Ses maîtres, héritiers de la tradition babylonienne, lui transmettent une méthode d'analyse rigoureuse des textes talmudiques. Mais c'est à Troyes, vers 1070, que Rachi développe sa propre approche révolutionnaire. Contrairement à ses maîtres qui privilégient l'analyse casuistique complexe, Rachi opte pour une méthode radicalement différente, la recherche de la clarté et de l'accessibilité maximale. Cette révolution pédagogique va transformer l'étude des textes sacrés. La méthode de Rachi repose sur plusieurs innovations fondamentales qui font de lui un précurseur des méthodes pédagogiques modernes. Il privilégie systématiquement le sens littéral. Cette approche, révolutionnaire pour l'époque, permet une compréhension directe du texte avant d'aborder les niveaux d'interprétation plus complexes. Chaque verset est expliqué dans son contexte immédiat et historique. Rachi reconstitue les situations, explique les références géographiques et historiques, rendant la lecture biblique vivante et concrète.
Il maîtrise l'ensemble de la littérature rabbinique classique et en présente une synthèse claire et cohérente. Il transforme des siècles de débats complexes en explications limpides. Le commentaire de Rachi sur la Bible représente l'une des œuvres les plus influentes de l'histoire de l'exégèse. Couvrant l'ensemble des 24 livres de la Bible hébraïque, ce commentaire se caractérise par sa méthode systématique et sa clarté exceptionnelle. Son commentaire sur les 5 livres de Moïse, la Torah, devient immédiatement la référence absolue. Il résout les difficultés textuelles, explique les contradictions apparentes et rend intelligible la narration biblique. Son approche révolutionnaire du livre de la Genèse, par exemple, intègre harmonieusement les données chronologiques, géographiques et narratives. Ses commentaires sur les psaumes et les proverbes révèlent sa sensibilité littéraire exceptionnelle. Il sait analyser les structures poétiques hébraïques tout en préservant la dimension spirituelle des textes. L'œuvre talmudique de Rachi couvre la majeure partie des 37 traités du Talmud de Babylonie. Cette œuvre colossale transforme l'étude talmudique en la rendant accessible à un public bien plus large qu'auparavant. Il développe une méthode d'explication du texte qui décompose chaque passage en unités logiques en expliquant les références implicites et en reconstituant les débats rabbiniques. Sa capacité à synthétiser les discussions complexes en explications claires reste aujourd'hui inégalée. Il maîtrise l'ensemble de la littérature rabbinique et sait croiser les sources pour éclairer chaque passage. Vers 1070, Rachi fonde à Troyes son école qui devient évidemment rapidement l'un des centres d'études les plus prestigieux d'Europe. Cette institution attire des étudiants de France, d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne, créant un véritable creuset intellectuel international. L'école de Troyes développe un modèle pédagogique novateur qui influence durablement les méthodes d'enseignement occidentales. Contrairement aux écoles traditionnelles qui privilégient l'apprentissage par cœur, Rachi insiste sur la compréhension et l'analyse critique. Ses cours alternent exposés magistraux et débats contradictoires, préfigurant les méthodes universitaires modernes. Cette école forme une génération d'exception qui perpétue et développe sa méthode. Ses disciples, qui sont appelés les tosafistes, développent une méthode d'analyse critique qui révolutionne l'étude talmudique. Nous avons ainsi le Rashbam, Rabbeinu Tam, qui est connu comme un autre petit-fils de Rachi, Jacob ben Meir, qui devient l'une des autorités halachites les plus respectées de son temps. Il développe une méthode d'analyse talmudique d'une subtilité extraordinaire qui a influencé toute l'évolution du droit juif. Rabbi Yosef Kara est un disciple direct de Rachi qui a développé une méthode d'exégèse biblique qui privilégie encore plus radicalement le sens littéral. Et d'ailleurs, son commentaire sur le livre des prophètes complète celui de son maître. L'influence de Rachi sur le judaïsme mondial est absolue et perdure aujourd'hui encore. Ses commentaires deviennent immédiatement la référence standard pour l'étude biblique et talmudique. Aucune édition de la Bible ou du Talmud ne paraît sans ses commentaires. Il a créé un langage commun pour l'étude des textes sacrés. Ces explications deviennent la base de l'enseignement dans toutes les écoles juives d'Europe, créant une unité pédagogique sans précédent. Avant Rachi, l'étude talmudique était réservée à une élite d'érudits, et ses commentaires rendent accessible ce savoir à un public beaucoup plus large, transformant la sociologie de l'étude juive. Et bien que Rachi ne soit pas avant tout un décisionnaire halachique, cette explication des textes sources influence durablement l'évolution du droit juif. Ces interprétations sont citées par tous les grands codificateurs ultérieurs. L'influence de Rachi dépasse aussi largement les frontières du judaïsme. Dès le XIIe siècle, les exégètes chrétiens
découvrent ses commentaires et s'en inspirent pour leurs propres travaux, tels que Nicolas de Lyre ou encore les réformateurs Luther et Calvin, qui connaissent les commentaires de Rachy et s'en inspirent pour leurs propres interprétations. Les innovations pédagogiques de Rachy influencent l'ensemble de l'enseignement occidental. Sa méthode privilégiant la clarté et la progression logique préfigure les méthodes pédagogiques modernes, telles que la scolastique médiévale, l'humanisme dans la Renaissance ou encore les méthodes modernes avec la pédagogie contemporaine et progressive. L'une des contributions les plus originales de Rachy à la culture française réside dans sa préservation de l'ancien français. Soucieux de clarté pédagogique, il n'hésite pas à traduire certains termes hébreux difficiles en français de son époque, créant les fameux laazim, les termes en langue vernaculaire. Plus de 3000 mots français sont ainsi préservés dans ses œuvres, constituant un témoignage linguistique unique sur l'état du français au XIe siècle. Ces termes couvrent tous les domaines de la vie quotidienne, l'agriculture, l'artisanat, le commerce, la vie domestique, l'anatomie, la botanique ou encore la zoologie. Mais parallèlement, Rachy enrichit considérablement l'hébreu rabbinique, il crée de nouveaux termes techniques pour l'analyse textuelle, il développe un vocabulaire pédagogique spécifique et adapte l'hébreu aux besoins de l'enseignement. Depuis Troyes, Rachy entretient une correspondance suivie avec les plus grands maîtres de son temps, les maîtres de Babylonie ou encore les maîtres d'Espagne, mais aussi les érudits italiens. Maïmonide, le grand philosophe et codificateur, cite fréquemment Rachy dans son œuvre halachique. L'influence de l'école française est manifeste dans le Mishneh Torah. L'histoire de Rachy invite à redécouvrir une France médiévale bien différente de l'image monolithique souvent véhiculée. Au XIe siècle, la France est déjà un creuset de cultures et de traditions diverses. Le judaïsme français ne constitue pas une greffe récente, mais participe de l'identité française depuis plus d'un millénaire. La France du XIe siècle est culturellement diverse. Aux côtés de la culture chrétienne dominante coexistent des traditions juives, des influences islamiques, notamment via l'Espagne, mais aussi des héritages antiques. Et cette diversité enrichit la culture française. L'exemple de Rachy démontre la possibilité d'une intégration réussie qui préserve les spécificités culturelles tout en participant à l'enrichissement collectif. Rachy est pleinement français tout en restant profondément juif. Les apports intellectuels du judaïsme français médiéval à la culture européenne sont considérables. L'école de Troyes influence l'ensemble de la scolastique occidentale. Rachy de Troyes demeure ainsi l'une des figures les plus remarquables de l'histoire intellectuelle française. Né en terre champenoise d'une famille enracinée depuis des générations, il révolutionne depuis la France l'étude des textes sacrés et influence durablement la pédagogie occidentale. Et au-delà de son apport intellectuel, il incarne une certaine idée de la France, celle d'un pays capable d'accueillir et d'intégrer la diversité culturelle pour en faire une source de créativité et de rayonnement universel. Il témoigne d'une France plurielle qui n'oppose pas identité nationale et diversité culturelle, mais qui les articule dans un projet commun. L'histoire de Rachy nous rappelle que la France s'est toujours construite dans la diversité. Le judaïsme français, loin d'être une présence récente ou marginale, participe de l'identité française depuis plus d'un millénaire. En redécouvrant Rachy, c'est toute une autre histoire de France qui se révèle, celle d'un pays où la rencontre des cultures n'est pas une anomalie récente, mais une réalité historique fondatrice. Cette France plurielle, incarnée par le génie de Troyes, continue de porter un message d'universalisme et de dialogue entre les traditions. Rachy de Troyes nous enseigne finalement que la grandeur d'une nation se mesure aussi à sa capacité d'accueillir et de faire fructifier la diversité des talents et des traditions. Son exemple reste plus que jamais d'actualité.
Il nous montre qu'il est possible d'être pleinement français tout en restant fidèle à ses racines et que cette fidélité peut devenir source de création et de rayonnement pour l'humanité tout entière.